J'ai toujours cru que j'aurais le temps. Je m'appelle Louis. J'ai 85 ans. Et je suis assis ce soir dans le même fauteuil beige que j'occupe depuis plus de 30 ans. Le cuir un peu lisse sur les accoudoirs, là où les mains finissent toujours par revenir. La maison est silencieuse. Il est passé 21 heures, et cette pièce ne fait plus de bruit depuis longtemps. Je me souviens d'un soir où mon fils est venu me trouver dans le garage. Il avait 12 ans. Il voulait juste que je joue avec lui. Et moi, sans lever les yeux, je lui ai dit « Pas maintenant, Jean ». Il est parti sans claquer la porte. Et c'est cette douceur-là qui ne m'a jamais quitté. Ce soir, je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Je suis là parce que certaines choses méritent d'être dites avant qu'il ne soit trop tard. Et parce que j'aurais eu besoin, moi, qu'un homme un peu plus vieux que moi me les dise quand j'avais encore 40 ans devant moi. Si vous m'écoutez en ce moment, dites-moi dans les commentaires où vous êtes, parce que j'espère que ces mots vous atteindront avant qu'il ne soit trop tard. J'ai toujours cru que j'aurais le temps. C'est drôle, cette phrase. Elle paraît simple. Elle paraît presque innocente. Mais quand on a 85 ans et qu'on est assis dans le même fauteuil depuis des décennies, ce fauteuil beige, un peu avachi sur la droite maintenant, là où je pose toujours mon bras, on comprend que cette phrase-là, elle a coûté très cher. Je m'appelle Louis. Je ne vais pas vous parler longtemps de qui je suis. Les présentations à mon âge, ça va vite. 85 ans, veuf depuis 7 ans, père de 2 enfants, Jean et Claire, qui ont aujourd'hui la soixantaine. Grand-père d'Émilie qui a 26 ans et qui vient encore me voir le dimanche quand elle peut. Derrière moi, sur la bibliothèque en bois sombre, il y a des photos. Je ne les regarde plus souvent. Pas parce qu'elles me font de la peine, mais parce que je les connais par cœur. Madeleine, ma femme. Jean a 10 ans avec ce sourire de travers. Claire le jour de son baccalauréat. Et Émilie, petite, avec cette façon de tenir sa tête penchée sur le côté quand elle réfléchissait. Il fait nuit dehors. L'horloge dans le couloir égrène ses secondes. Tic, tac, tic, tac. J'ai vécu avec ce bruit toute ma vie et pourtant certains soirs, il me semble l'entendre pour la première fois. Pendant longtemps, j'ai cru que mon rôle dans cette famille, c'était d'assurer. Pas d'une façon froide. Je n'étais pas un homme froid. Mais j'étais un homme de devoir. Mon père m'avait transmis ça. On ne discute pas. On travaille. On paie les factures. On met du pain sur la table. On règle les problèmes avant qu'ils arrivent. Et si on est fatigué, on se lève quand même le lendemain matin. J'ai tenu ce rôle pendant 40 ans. La maison a été payée. Les études de Jean et Claire ont été financées. On n'a jamais manqué de rien de matériel. Jamais. Et j'en étais fier. Je le suis encore, d'une certaine façon. Ce n'était pas rien. Ça demandait du courage, de la constance, une forme de sacrifice silencieux. Mais ce soir, assise ici, les mains posées sur les genoux, ces mains qui ont porté, vissé, réparé, signé des dizaines de contrats, je sais que la fierté n'est pas tout ce que je ressens. Je me souviens des dîners. On était là, tous les 4, la table ronde de la cuisine. Madeleine avait cuisiné. Claire racontait quelque chose qui s'était passé à l'école. Et moi j'étais là physiquement. J'entendais les sons, mais ma tête était ailleurs. Sur le chantier du lendemain, sur la livraison qui avait du retard, sur le prêt qu'on avait contracté pour agrandir la maison. Je hochais la tête. Je disais « ou « bien sûr » au bon moment. Madeleine, elle, me regardait parfois d'une certaine façon. Pas de reproche, juste un regard. Comme si elle avait compris quelque chose que je n'avais pas encore voulu voir. Jean, lui, a arrêté de me raconter ces histoires assez tôt. Je ne m'en suis rendu compte que bien plus tard. Ce n'était pas un acte de révolte. C'était simplement qu'il avait compris, à 8 ou 9 ans, que son père était présent mais pas disponible. Et les enfants s'adaptent. C'est ce qu'il y a de plus triste chez les enfants. Ils s'adaptent trop bien. Je disais souvent « On parlera ce week-end ». Cette phrase. Je l'ai prononcée des centaines de fois. Et le week-end arrivait. Et il y avait autre chose. Le jardin, une réparation, des amis de passage, la fatigue. Toujours quelque chose. Il y a une odeur dans cette pièce, le soir. Du café, encore un peu, même si j'en ai bu mon dernier à 17 heures. Et quelque chose d'autre. Le bois de la bibliothèque, peut-être.
l'usure douce du tissu de ce fauteuil, l'odeur d'une maison qui a vieilli avec son propriétaire. Je ne souffre pas, comprenez-moi bien. Je ne suis pas là pour me lamenter. Je suis là parce que certaines choses méritent d'être dites tout haut, même à voix basse, même dans une pièce silencieuse à 21 heures passées. Ce que j'ai compris, pas d'un seul coup, mais lentement, comme on comprend les choses importantes, c'est que le temps ne s'accumule pas. On croit qu'on en a en réserve, qu'on peut décaler, reporter, remettre à plus tard. Mais le temps, ce n'est pas de l'argent qu'on met de côté. Le temps, il s'efface. Chaque jour qui passe sans qu'on ait vraiment écouté, vraiment regardé, vraiment été là, ce jour-là, il disparaît pour de bon. Je ne l'ai pas compris à 40 ans, ni à 50. Je crois que je l'ai commencé à le sentir vers 70, quand les enfants avaient déjà leur vie, quand Madeleine commençait à faiblir un peu, quand la maison s'était mise à résonner différemment. Plus doucement, plus vide, parfois. Et un soir comme celui-ci, dans ce même fauteuil, j'ai regardé la bibliothèque, les photos, l'horloge, mes mains, et j'ai pensé, tout ça, c'était ma vie. Ces gens dans ces cadres. Ces moments que je n'ai pas toujours su habiter. Ce n'était pas une pensée dramatique. Ce n'était pas un effondrement. C'était quelque chose de plus doux et de plus lourd à la fois. Comme poser un sac qu'on portait depuis si longtemps qu'on avait oublié qu'il était là. Et après ça, j'ai commencé à revoir certaines scènes autrement. Jean et Claire étaient de bons enfants. Je dis « étaient ». Ils le sont toujours, bien sûr. Mais je parle d'eux comme ils étaient alors, petits, avec leurs genoux écorchés et leurs voix qui résonnèrent dans le couloir. Ces enfants-là ont grandi vite, trop vite. Ou peut-être que c'est moi qui regardais ailleurs pendant qu'ils grandissaient. Je me souviens d'un dimanche de novembre. Jean devait avoir 12 ans. Il était venu me trouver dans le garage où je réparais quelque chose. Je ne sais plus quoi, un outil, un vélo peut-être. Il avait quelque chose à me dire. Je le voyais à sa façon de rester dans l'encadrement de la porte, à tourner légèrement le pied sur le sol. Il m'a dit « Papa, tu pourrais venir jouer avec moi cet après-midi ?» Et moi, sans lever les yeux, j'ai dit « Pas maintenant, Jean, j'ai fini ça d'abord. On verra ce soir. » Il est parti sans rien ajouter. Il n'a pas claqué la porte. Il n'a pas protesté. Il est parti doucement, et c'est ça le pire. Un enfant qui apprend à partir doucement, sans attendre de réponse. Cet enfant-là, il a déjà commencé à régler quelque chose en lui-même. Ce soir-là, j'ai fini ma réparation, et je n'ai pas cherché Jean. Je n'y ai plus pensé pendant des années. Madeleine, elle, ne se plaignait pas. C'était sa nature. Une femme discrète, patiente d'une façon qui n'était pas de la résignation mais d'une vraie force. Elle tenait la maison, elle tenait les enfants, elle tenait aussi le lien entre eux et moi quand ce lien se distendait sans que je le remarque. Le soir, quand je rentrais tard, elle me laissait le dîner couvert sur la cuisinière. Elle ne disait rien, pas de reproches, pas de soupirs appuyés. Juste ce dîner couvert, cette petite attention silencieuse qui voulait dire « Tu manques ici, mais je t'attends quand même ». Je ne lui ai jamais assez dit merci pour ça. Ce sont ces mots-là qui restent coincés quelque part, avec le temps. Les merci non formulés. Les tendresses qu'on remet à plus tard parce qu'on pense qu'il y a l'heure, qu'il y a demain, qu'il y a les années devant soi. Et puis il y a eu Émilie. Émilie, c'est ma petite fille, la fille de Jean. Quand elle était petite, elle venait passer les mercredis ici. Elle s'asseyait par terre devant ce fauteuil, avec ses crayons de couleur et ses feuilles blanches. Et parfois elle m'appelait « Papy Louis, regarde ce que j'ai fait ». Un mercredi, elle avait 7 ans, je crois, elle m'a tendu un dessin, une maison, un soleil, 2 personnages avec des têtes rondes. Elle m'a expliqué « C'est toi et moi, on est dans le jardin ». Ce jour-là, j'ai posé mon journal. Je me suis penché vers elle, et je l'ai vraiment regardée, vraiment écoutée. Elle a passé 20 minutes à me raconter l'histoire de ce dessin, les noms qu'elle avait donnés aux arbres, pourquoi le ciel était violet plutôt que bleu. Ce n'était rien, et c'était tout. Parce que dans ces 20 minutes-là, j'ai compris quelque chose que 40 ans de vie de famille ne m'avaient pas appris clairement. Être présent, ça ne demande pas des heures, ça demande une attention entière. Pas partagée, entière. Les yeux qui ne dérivent pas. Les oreilles qui n'attendent pas une pause pour formuler une réponse. Une présence qui dit, sans mots, ce que tu dis compte. Tu comptes.
Émilie n'a jamais su qu'elle m'avait appris ça ce mercredi-là. Elle avait juste montré un dessin à son grand-père. Les dernières années avec Madeleine, on les a passées souvent ici, dans ce salon. Elle dans son fauteuil, moi dans le mien. On regardait peu la télévision. On lisait, ou on ne faisait rien, ce qui est une forme de paix que je n'avais pas connue de toute ma vie active. Et c'était bien. Vraiment bien. Mais certains soirs, je la regardais, ses mains fines croisées sur son livre, sa façon de tourner les pages lentement, et je me disais qu'il y avait des questions que je ne lui avais jamais posées. Sur son enfance à elle, sur ses propres rêves, sur ce qu'elle avait traversé en silence pendant toutes ces années où j'étais dans le garage, dans ma tête, dans mon travail. Je pensais, on aura le temps pour ces conversations-là. On ne l'a pas eu. Ce n'est pas une tragédie que je vous raconte. Madeleine est partie paisiblement, après une vie longue. Mais ces conversations-là, elles sont restées non dites. Et elles me manquent d'une façon très précise, très localisée, comme une pièce dans une maison qu'on n'a jamais eu le courage d'ouvrir. Ce que je regrette le plus, ce ne sont pas les grandes erreurs. Ce ne sont pas les moments spectaculaires que j'aurais ratés. Ce sont les petites conversations reportées. Le dessin que je n'ai pas regardé. La porte du garage que Jean a franchie doucement, sans faire de bruit. Les merci que j'ai gardés pour moi trop longtemps. La présence ne peut pas être donnée en héritage. On ne peut pas laisser à ses enfants, dans un testament, les mercredis qu'on n'a pas partagés. On ne lègue pas l'attention qu'on aurait pu donner. Ces choses-là, elles ne peuvent être offertes que sur le moment. Et le moment, une fois passé, ne revient jamais. Alors voilà ce que je vous dis, ce soir, depuis ce fauteuil usé qui connaît le poids de mon dos mieux que personne. Votre famille n'a pas besoin d'un héros silencieux. Elle n'a pas besoin d'un homme qui résout les problèmes de loin et rentre tard. Elle a besoin d'un homme présent, imparfait peut-être, fatigué sûrement. Mais là, vraiment là. Les responsabilités sont importantes. Je ne vous dis pas le contraire. On doit nourrir les siens, protéger les siens, tenir ses engagements. Mais ces choses-là ne remplacent pas la présence. Elles l'accompagnent au mieux. Elles ne la substituent pas. Le temps est la seule chose qu'on ne peut ni économiser ni récupérer. Chaque heure donnée distraitement est une heure définitivement perdue. Pas perdue dans un tiroir, perdue pour de bon. Je m'assois encore ici la plupart des soirs. L'horloge fait son bruit. La lampe diffuse sa lumière chaude. Les photos regardent dans ma direction depuis la bibliothèque sombre. Et je reste là, les mains sur les genoux, à écouter le silence de la maison. C'est un silence que j'aime, maintenant. Mais certains soirs, j'aurais préféré qu'il soit un peu moins profond. J'espère que vous n'attendrez pas aussi longtemps que moi pour comprendre que le temps donné à votre famille vaut plus que tout ce que vous pourrez jamais leur laisser.